En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser, grâce à cette fondation, le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation Rockefeller supportent exclusivement des écoles médicales et des hôpitaux. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle race d'entreprises, les fabricants de médicaments synthétiques brevetés. Les vitamines et autres micronutriments rendent impossible le développement de toute activité commerciale basée sur les médicaments brevetés. En effet, les produits d'origine naturelle ne peuvent être brevetés. Ils sont donc totalement ouverts à la concurrence. L'élimination de la concurrence indésirable des micronutriments naturels devient donc une question de vie ou de mort pour le commerce pharmaceutique dès la fin de la Première Guerre mondiale. La fondation Rockefeller profite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et utilise les médias pour lancer une chasse aux sorcières contre tous les médicaments qui échappent à ses brevets. Au cours des 15 prochaines années, toutes les écoles médicales des États-Unis et la plupart des hôpitaux deviennent des pions sur l'échiquier stratégique de Rockefeller pour mettre l'ensemble du secteur de la santé sous le monopole de ces entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un premier cartel chimico-pharmaceutique est créé pour s'opposer à la conquête du marché mondial des médicaments par le seul Rockefeller. Dirigé par les multinationales allemandes Bayer, BASF et Hoechst, le cartel IG Farben est créé. Le cartel IG Farben, tout aussi insatiable, apportera son soutien à un politicien allemand qui leur promet de conquérir le monde par la force des armes. Grâce aux millions de dollars investis en campagne électorale, ce politicien prend le pouvoir en Allemagne, transforme la démocratie allemande en dictature et tiendra sa promesse de lancer une guerre de conquête. Dans chaque pays envahi par l'armée d'Hitler, les premières actions consistent à piller les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques et à les intégrer gratuitement à l'empire IG Farben. IG Farben teste ces substances pharmaceutiques brevetées sur les prisonniers des camps de concentration. Les paiements de ces études inhumaines sont directement transférés des comptes bancaires de Bayer, Hoechst et BASF sur les comptes bancaires de la SS, organisation militaire responsable des camps de concentration. À la fin de la guerre, les actions industrielles de IG Farben sont absorbées par le trust Rockefeller, Rothschild et JP Morgan. Le tribunal de Nuremberg a jugé 24 directeurs de Bayer, BASF et Hoechst, et d'autres responsables du cartel IG Farben, pour crimes contre l'humanité. En 1944, Nelson Rockefeller faisait déjà partie de la direction exécutive du gouvernement américain. Débutant comme sous-secrétaire d'État, il est devenu en quelques années conseiller spécial du président Truman pour les affaires spéciales. Nelson Rockefeller s'est assuré que les vrais coupables ne seraient pas pendus. En effet, il avait alors besoin d'eux. Après seulement quelques années, les directeurs d'IG Farben, jugés à Nuremberg, sortent de prison et retrouvent leur position précédente pour gérer les intérêts des nouveaux propriétaires, les Rockefeller. Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. L'industrie du pétrole mise à part, le business de la maladie fait plus de profit que n'importe quelle autre industrie sur Terre. En fait, il est plus rentable que l'automobile, la chimie et l'aviation confondues. Il faut plusieurs millions d'euros pour financer les études permettant la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Mais aucune entreprise pharmaceutique ne financera l'étude sur des produits naturels non brevetables. Autrement dit, s'il existait un remède naturel contre le cancer, aucune entreprise pharmaceutique n'en ferait la promotion.
D'ailleurs, si un remède simple contre le cancer existait, ce serait une catastrophe économique pour le cartel pharmaceutique. Et le pouvoir de lobbying du cartel pharmaceutique est extrêmement important. Nous pouvons donner quelques exemples. En 2005, le gouvernement américain débloque un budget de 1,5 milliard de dollars pour l'achat de 20 millions de doses de Tamiflu pour lutter contre l'épidémie imminente de grippe aviaire. Donald Rumsfeld, alors membre du gouvernement, est l'ex-PDG de la société fabriquant le Tamiflu. Cette grippe aviaire ne fera aucun mort aux USA. Le Tamiflu, par exemple, bon, tout le monde sait que ça a été un bid terrible. Lorsqu'il a été préparé, lorsqu'il y a eu le dossier lourd... Un bid terrible dans quelles circonstances, voilà. Bon, ça a été un médicament qui a été développé dans l'indication de la grippe. Bon, tout le monde sait qu'il n'est pas très efficace, qu'il peut être extrêmement toxique, etc. Bon, et aujourd'hui, alors que, compte tenu de toutes les études qu'on a faites, dans les indications normales, on a vraiment des certitudes extrêmement faibles de bons rapports bénéfices-risques, et c'est pareil pour le vaccin contre la grippe, on pourrait développer. On nous dit, sur ce virus que personne connaît, sur ce virus qui est tellement effrayant parce qu'on ne connaît pas, on dit, le Tamiflu, ça marche, mais c'est ahurissant. Mais attendez, un médecin vous prescrit du Tamiflu pour votre grippe, vous le prenez pas, vous le jetez direct à la poubelle. Et puis je ne vais pas l'acheter parce que j'ai quand même pitié des finances de la Sécu. C'est une honte. Et je pèse même, c'est une honte. On vit quand même dans une situation de dilapidation des fonds publics qui est grave. Un moyen communément admis pour être efficace afin d'éliminer une maladie est la vaccination. En mai 2009, l'OMS, probablement sous l'impulsion du cartel pharmaceutique, a changé la définition officielle d'une pandémie. Elle est passée d'une définition logique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale avec un taux de mortalité élevé, à une définition illogique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale. N'importe quelle grippe saisonnière est donc une pandémie. Cependant, nous n'entendrons parler que de la grippe A. Sur 6 millions de personnes convoquées dans le cadre de cette campagne de vaccination, 1 million de Français se sont déjà fait vacciner. Ce sont des Français qui ont compris l'importance de se vacciner pour soi et l'importance de se vacciner pour protéger les autres. Et vous avez eu raison de signaler les formes extrêmement graves que peut revêtir cette épidémie de grippe A. Il y a par exemple 10 décès supplémentaires qui ont été enregistrés avec ces formes graves lors du dernier week-end. Alors cette campagne de vaccination s'est mise en place. C'est la plus grande opération de santé publique qui a été menée dans notre pays. Alors Marc Girard, est-ce qu'on cède à la panique ? Alors écoutez, avant de venir, j'avais un mot qui me traînait dans la tête, c'était circonvenir. Circonvenir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un mot comme ça? On se reporte au grand Robert. Alors, circonvenir, c'est agir sur quelqu'un avec ruse et artifice pour parvenir à ses fins, obtenir ce qu'on souhaite, par contre. Et le premier exemple donné par le Robert, c'est circonvenir ses juges. Et les renvoie, c'est tromper, abuser, emberlificoter, embobiner, emmitonner, endormir, entortiller. Alors j'espère que les auditeurs francophones me seront reconnaissants de cette petite leçon de français. Alors, ma remarque est simple, c'est que on cherche à circonvenir les juges. Alors on verra qui ça peut être. Alors quel est le but? Le but, il est là comme ailleurs, comme avec l'école, etc. D'entretenir une espèce de climat de dramatisation extravagant
crédibilisant une menace terrible. J'aurais écouté la télé depuis 2 ans, je me serais fait vacciner 45 fois, grippe A, grippe X, grippe H1N1, des milliards de morts. Je vous rappelle que c'était sur vos chaînes. C'est un autre procès. Oui, mais c'était sur vos chaînes que vous l'annonciez, je suis désolé. Les gens, et c'était seulement sur Internet, qu'il y avait l'affichage du CV de Bachelot qui a fait un phénomène de revolving doors entre les lobbies pharmaceutiques et les postes ministériels. C'est-à-dire qu'ils travaillent 2 ans à tel poste et qu'ils reviennent et qu'ils se donnent des petits coups de pouce entre eux. En réalité, l'administration sanitaire nous donne l'exemple d'une violation quotidienne de la loi, et je vous en donne 2 exemples. Il y a une loi du Code de la santé publique de 2007 qui fait obligation à tout professionnel de santé qui s'exprime sur les ondes de faire état de ses liens d'intérêt. Cette loi est bafouée tous les jours. Tous les gens qu'on voit dire la grippe c'est très grave et ça, on connaît bien leurs liens d'intérêt. Bon, il le dit, il le dit. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des liens entre les laboratoires pharmaceutiques, bien entendu, et que ça arrange les labos pharmaceutiques. Bien entendu. Et à côté de quoi, d'autres mesures dont l'intérêt financier va beaucoup plus de soi, comme les vaccinations obligatoires. On ne va pas chipoter sur une vaccination obligatoire, sur une obligation de vaccination, si on en est au pays des droits de l'homme à contester des droits de la défense fondamentaux. Alors là, je dis aux magistrats, donc pour vous, très attention. clairement, c'est des mesures liberticides. Pour le dire en français clair et sans le grand Robert, c'est du n'importe quoi selon vous. Il ne faut pas en arriver à ces extrêmes-là. Bien entendu. En cas de pandémie ou pas, il ne faut pas en arriver à cet extrême-là. Mais la grippe, c'est une pandémie tous les ans. On est en train de chipoter sur les mots. Alors, puis-je rappeler quand même que je suis co-auteur d'un des grands dictionnaires de médecine français qui est le dictionnaire Flammarion. Pandémie, c'est un terme très vague pour dire une épidémie qui s'étend à beaucoup de pays. C'est tout. C'est pas la peine de chipoter. La grippe, par définition, en quelque sorte, c'est une pandémie. Tous les indicateurs objectivement interprétés laissent penser que cette grippe-là, elle est moins grave que les grippes saisonnières. Et je l'ai appris hier soir assez dans l'air en discutant avec un alarmiste en face de moi, elle est probablement moins fréquente. Alors pourquoi on nous emmerde, pour le dire en français clair ? Cette grippe-là, elle est moins dangereuse. Bon, si on s'en tient par exemple aux chiffres de l'Institut de veille sanitaire, pour chaque grippe saisonnière, on a entre 1500 et 500 décès. Mon voisin de droite a parlé tout à l'heure de l'Australie, nous avons les chiffres. Eux, ils ont terminé leur épidémie, donc ils peuvent faire des bilans. En Australie, si on rapporte, il y a à peu près le tiers de la population française, donc si c'était une grippe normale, on aurait compté entre 500 et 1700 décès. Eh bien, ils en ont eu, la saison est finie, 186. C'est-à-dire beaucoup moins 186. que ce qu'on disait. Donc si vous voulez, encore une fois, les Français pensent comme moi, bien sûr qu'il va y avoir des décès, mais est-ce qu'il y en a plus que d'habitude? La réponse est non, et alors par conséquent, à qui profite tout cet alarmisme? Alors, on va poser la question, mais je voudrais qu'on revienne en images maintenant sur cette mobilisation dans les... Baxter, que vous connaissez, a mélangé au mois, je ne me souviens plus maintenant si c'était en février ou mars, février-mars, a mélangé le virus de la grippe aviaire H5N1 avec un virus, une souche de virus de la grippe humaine H3N2. Par accident. J'ai parlé avec des biologistes qui m'ont dit que c'est strictement impossible parce que les mesures de sécurité dans des laboratoires de biologie sont telles qu'il est impossible d'avoir ce genre d'accident. Impossible, sauf si c'est fait exprès. Et puis, ils ont envoyé 72 kilos de matériel contaminé à 16 laboratoires dans 4 pays, dont l'Autriche et la Tchéquie. La Tchéquie, c'est à côté de l'Autriche, en Europe. Et un laborantin en Tchéquie, plus consciencieux que les autres, et qui n'avait pas peur pour ses fesses, s'est rendu compte que quand il injectait le mélange venant de chez Baxter, tous ces furets mouraient. Tous. Il l'a signalé à ses supérieurs qui lui ont dit de ne rien dire. Donc il a informé la presse nationale, personne n'a voulu le relayer. Et finalement, il l'a dit à un journaliste local, qui lui n'avait pas peur pour ses fesses non plus, et qui l'a écrit dans le petit journal local. Le hasard a fait qu'une dame, qui s'appelle Jane Burgermeister, on peut l'applaudir, journaliste d'investigation, le hasard faisait qu'elle habitait justement le petit patelin où cet article est sorti dans le journal local. Et elle a commencé à faire son enquête.
Et aujourd'hui, elle traîne devant les tribunaux l'OMS en cours, le CDC, le Center of Disease Control, Barack Obama, la banque Rockefeller, la banque Rothschild, etc. Et là, aujourd'hui, nous sommes des milliers, des centaines de milliers à être au courant de ce qui était en train de se préparer pour nous foutre des merdes dans les veines.